il faut aussi souligner que PDF Québec est un groupe mixte, c'est-à-dire que les hommes peuvent aussi devenir membres. Nous en comptons d'ailleurs à peu près 15% de nos adhérentes et adhérents, bien sûr. Cette année, en passant, nous avons dépassé les 600 membres. Alors, tout va bien pour nous. Nos conférencières seront Mesdames Stella Milonakis, Nadia Elmabrouk et Réa Jean. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre première conférencière, Madame Stella Milonakis. Stella est mère de 4 jeunes enfants et elle va nous parler de ses démarches ardues pour finalement obtenir l'information sur le programme du ministère, sur les critères d'exemption, si on veut exempter nos enfants de ce cours-là, et aussi sur la formation des enseignants. Alors, à toi, Stella. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de m'accorder ce moment. Alors, comme qui a été dit, je suis une mère de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. En septembre, j'aurai 3 enfants à l'école. En troisième, en deuxième et en maternelle. Alors, en septembre 2018, lorsque mon plus vieux est en première année et ma deuxième en maternelle, j'ai appris que mes enfants allaient recevoir un cours d'éducation à la sexualité. En effet, après 3 ans du projet pilote, initié en 2015 sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, annonce que le programme devient obligatoire pour les élèves du primaire et du secondaire des établissements privés et publics. Cette matière est considérée un programme et non un cours, ce qui veut dire que le contenu peut être planifié ou spontané, il peut être enseigné comme unité singulière ou intégré dans une matière. Les enfants à l'école primaire reçoivent une formation, 5 heures de cours et les enfants au secondaire, 15. Étant une maman impliquée dans l'apprentissage de mes enfants, j'étais sur la page web du ministère pour avoir plus d'informations sur le contenu. En naviguant sur le site web, j'ai découvert que le ministère avait développé des canevas pédagogiques, en d'autres mots, des guides détaillés d'enseignement incluant les livres et les vidéos recommandés pour les professeurs. Ces canevas ne sont pas sur le site web du ministère, conséquemment, les parents ne peuvent pas les consulter. Voulant prendre connaissance des informations, j'ai contacté ma commission scolaire pour faire la demande. Lorsque j'ai informé la direction de mon école de mes démarches, la directrice m'a dit qu'elle pouvait me les fournir. À partir de ce moment, mes efforts à avoir des documents de nature administrative auxquels j'ai le droit, selon la loi sur l'instruction publique, ont été imprégnés d'un manque de transparence qui m'a énormément inquiétée. Alors, que s'est-il passé? Après un engagement de me fournir les canevas pédagogiques, la direction de l'école et la commission scolaire ont refusé. Plusieurs raisons ont été invoquées, mais la plus inquiétante invoquée par la commission scolaire était que le ministère de l'Éducation avait donné l'instruction de ne pas fournir les documents aux parents. Je me suis demandé pourquoi cette information était cachée des parents. J'étais inquiète et fâchée par le manque de transparence. J'étais si inquiète que j'ai entrepris des démarches pour vérifier si le ministère avait évidemment donné ces instructions. Cette raison, par contre, s'est avérée complètement fausse, ce qui a énormément contribué à mon manque de confiance. Pour avoir les canevas pédagogiques, compte tenu que l'école et la commission scolaire ont refusé, j'ai dû faire une demande d'accès à l'information, chose que parents ne devraient pas être obligés de faire. Étant frustrée et inquiète avec le manque de transparence et croyant que mes droits parentaux étaient brimés, j'ai contacté le ministère pour faire part de mes inquiétudes. Ma discussion avec la représentante du secrétariat général n'a fait qu'alimenter mes craintes, particulièrement parce qu'elle m'a dit que la raison que les canevas ne sont pas donnés aux parents et que le programme est un sujet délicat et le contenu pourrait être mal interprété par les parents. Comme je lui ai dit, cette raison ne sécurise pas les parents. Comment est-ce que la matière est appropriée pour mon enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais peut être mal interprétée par moi, un adulte? Rendu à ce stade, j'étais impatiente de recevoir les canevas. Alors, bien sûr, quand je les ai reçus, j'ai pris connaissance du contenu détaillé et j'ai conclu que certains contenus, dont ceux qui touchaient la théorie du genre, étaient sexistes et véhiculaient une idéologie qui brimait la liberté de religion et la liberté de conscience
de mes enfants ainsi que les miennes. Conséquemment, j'ai décidé d'entreprendre une demande d'exemption. Selon la directive du ministère, les parents peuvent faire une demande d'exemption auprès de la direction de l'école fondée sur le tort psychologique ou sur l'atteinte d'une liberté ou un droit fondamental. Malheureusement, les parents ne peuvent pas faire une exemption en invoquant la science comme motif. Durant le processus, j'ai appris qu'il n'y avait pas de cadre uniforme ou des critères standardisés pour évaluer les demandes dépendamment du motif. Les commissions scolaires ont la discrétion de procéder de la façon qu'ils jugent bon. Encore une fois, j'ai trouvé cette incohérence troublante. Alors, j'ai décidé d'assister au conseil des commissaires de ma commission scolaire pour leur faire part de mes inquiétudes. Particulièrement que le processus d'exemption était opaque et pesant. Spécifiquement, j'ai demandé la publication sur le site web du processus de traitement des exemptions, incluant les délais, les recours, ainsi que les critères d'évaluation. La commission scolaire n'a jamais répondu à mes questions et n'a pas inclus mes questions dans les minutes de la réunion. Lorsque j'ai contacté la secrétaire du conseil des commissaires pour lui demander de modifier les minutes, elle a refusé, citant que, selon elle, l'essentiel de mes propos s'y retrouvait. Alors, bien sûr, j'étais fâchée et j'étais aussi inquiète parce que je me suis demandé pourquoi qu'il cachait délibérément mes interventions auprès du conseil des commissaires. De plus, dans le cadre de mes démarches, j'ai découvert que, selon l'information que la coordonnatrice des ressources éducatives m'a donnée, que bien que la théorie du genre est inclue dans le programme, les professeurs ne sont pas encouragés à l'enseigner et simplement de parler de stéréotypes. Alors, je me suis demandé pourquoi que les professeurs sont dirigés de ne pas aborder le sujet si c'est prescrit par le ministère. Est-ce que la commission scolaire a des inquiétudes quant au message véhiculé auprès des enfants? Aussi, lors de mon exemption, je me suis fait demander si j'étais apte à enseigner le contenu du programme à mes enfants. Considérant que plus que 80% des commissions scolaires ont privilégié une formation de seulement 3 à 5 heures pour leurs professeurs, je ne crois pas que les enseignants sont plus qualifiés que les parents pour enseigner le contenu à leurs enfants. Finalement, comme j'ai mentionné au début de la présentation, cette matière est un programme sans nécessairement des créneaux horaires. Ceci implique qu'il n'est pas toujours possible que les parents soient toujours informés avant les interventions. Ceci est un sérieux enjeu, considérant que dans le sondage du ministère auprès des parents des enfants ayant participé au programme pilote, 91% des répondants ont dit qu'ils veulent recevoir les contenus, les moments où les contenus seront présentés et les personnes qui enseigneront. Selon le ministère, les parents sont les premiers responsables de l'éducation à la sexualité de leurs enfants et peuvent intervenir auprès de leurs enfants tout en respectant les valeurs auxquelles ils adhèrent et en tenant compte de la personnalité de leur enfant. Mais si un parent n'est pas au courant quand spécifiquement se donne le contenu et s'il est intégré dans d'autres matières, comment peut-il exercer ses droits? Alors, pour revenir aux demandes, des demandes fondées sur la liberté de religion et la liberté de conscience ont été soumises à travers le Québec. À ma connaissance, aucune demande fondée sur le sexe ou l'identité de genre a été soumise. Par contre, en Ontario, des parents ont déposé une plainte au tribunal des droits de la personne de l'Ontario, alléguant le professeur, avec le soutien des supérieurs, a soumis leur fille à une discrimination continue fondée sur le sexe et l'identité de genre par une série de leçons qui niaient l'existence du sexe féminin et du sexe biologique. Spécifiquement, le professeur a dit à leur fille de 6 ans, lors d'une leçon sur l'identité de genre, que les filles ne sont pas réelles et les garçons ne sont pas réels. Elle a aussi montré une vidéo YouTube intitulée « Lui, elle et eux ». Sex Queer Kids, produite par une série web LGBTQ pour enfants, qui affirme que, et je cite, « Certaines personnes ne sont pas des garçons ou des filles, et que ceux qui ne se sentent pas comme une elle ou un il pourraient ne pas avoir de sexe. » Dans une autre leçon, le professeur a dessiné un spectre de genre et a demandé à chaque élève d'identifier où il se situait sur le spectre. À la suite de leçons, la petite fille a déclaré
qu'elle ne savait pas si elle voulait être maman lorsqu'elle grandira et a demandé si elle pouvait aller chez le médecin pour faire quelque chose au sujet du fait qu'elle était une fille. Le cas est toujours en cours et la décision du tribunal sera importante en ce qui concerne l'inclusion d'une idéologie qui sape et nie les réalités du sexe biologique. Alors, comment est-ce que je qualifierais mon expérience par rapport à mes démarches? Alors, mon expérience en tant que parent était très décevante et très négative. Dès le début, il y avait un manque de transparence et j'avais l'impression que le contenu détaillé était dissimulé des parents. En effet, les canevas pédagogiques ne sont pas partagés avec les parents et à ce jour, le ministère n'a pas mis les canevas sur leur site web. Il est inévitable que ce manque de transparence affaiblit le lien de confiance, un élément clé de la réussite scolaire entre les parents et les professeurs ainsi que la direction. Malgré mon expérience, j'ai tout de même appris des leçons que j'aimerais partager avec vous. Alors, nous devons nous assurer que nos droits parentaux sont respectés. Entre autres, nous avons le droit de recevoir la planification du programme approuvé par le conseil d'établissement avant que l'enseignement débute. Nous avons le droit de demander que l'école nous fournisse, en plus des sommaires, les outils pédagogiques et d'être informés si des invités ou des organisations externes sont invités pour donner le contenu à nos enfants. Nous avons aussi le droit d'être informés par l'école des interventions en éducation à la sexualité avant qu'elles aient lieu et de faire une demande d'exemption si nous le désirons. Finalement, nous devons avoir l'audace de prendre la parole. Alors, demandez à la direction ou au conseil d'établissement une session d'information sur le programme. Écrivez ou allez rencontrer votre député pour faire part de vos inquiétudes. Prenez la parole aux assemblées générales et aux réunions d'école et la commission scolaire pour expliquer vos craintes. Et finalement, partagez l'information avec d'autres parents. Alors, ceci termine ma présentation. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup, Stella. Stella nous a présenté son expérience comme parent. Alors, je rappelle que les gens qui ont des questions, qui aimeraient poser des questions à Stella Milokanis, elles peuvent le faire. Vous pouvez le faire dans l'outil questions et réponses qui se trouve au bas de votre écran. Et vous pourrez aussi, à la fin, pouvoir poser des questions à nos 3 conférencières. Si vous voulez, à la fin, si vous voulez poser une question spécifiquement à une des conférencières, mais à ce moment-là, je vous dirai à la période de questions à la fin de pouvoir de le noter là, à qui vous voulez poser la question. Sinon, moi, je vais la poser à la personne qui me semble la plus apte à répondre à ces questions-là. Alors, pour Stella, on a une question, il y a une personne qui demande, sait-on qui ou quels organismes contribuent au contenu officiel de ce programme? Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, la question, sur quelle base sont-ils choisis? Et puis, on demande si les lobbies ont-ils leur mot à dire. Merci. Alors, il y a eu une demande d'information, une demande d'accès à l'information qui a été faite pour exactement cette question. Et la réponse était que c'est des références, on peut dire internationales, dont l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Par contre, dans le contenu détaillé, on peut voir les références utilisées pour alimenter le programme. Et là, on peut voir quelles organisations ont pu contribuer au contenu. Alors, est-ce qu'on sait sur quelle base les références ont été choisies? Non, on peut seulement voir quelles sont les références. Merci. Alors, il y a une autre question ici. Quelle commission scolaire avez-vous interpellée? Puis, est-ce que vous pensez que toutes les commissions scolaires auraient réagi de la même façon? Pour l'instant, je veux pas nommer le nom de ma commission scolaire parce que je suis encore dans des démarches, mais je peux vous dire que au niveau des commissions scolaires, les processus d'exemption sont gérés de la façon que la commission scolaire veut. Ce qui veut dire que les critères appliqués, l'interprétation des demandes d'exemption, la demande des documents,
peu importe c'est quoi, c'est à la commission scolaire de décider. Le ministère ne s'implique pas dans les opérations quotidiennes, si on veut, de la commission scolaire. Alors, c'est pour ça qu'on peut voir que, par exemple, les demandes d'exemption d'une commission scolaire, certaines ont accepté beaucoup, certaines n'ont pas accepté du tout, certaines ont accepté un peu. Alors, ça dépend de chaque commission scolaire. Ah, merci Stella. Peut-être une dernière question avant de passer à la conférencière suivante. Quelles étaient les réactions des différents intervenants face à vos inquiétudes relatives à l'idéologie du genre? Pas de réaction. Lorsque j'ai amené mes inquiétudes par rapport à l'idéologie de genre et l'impact particulièrement sur les jeunes filles et les droits basés sur le sexe, j'ai pas eu d'écoute, ni de l'école, ni de la commission scolaire, ni du ministère. Alors, ça n'a pas été un processus où que j'ai senti une ouverture et une écoute. Bien qu'ils comprenaient les impacts, bien qu'ils comprenaient les craintes, il n'y a pas eu une ouverture. Je te remercie beaucoup, Stella Milokanis. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions dans les questions et réponses, vous pouvez vous reprendre peut-être à la fin. Alors, je vais passer la parole à Aline Jubinville qui va vous présenter la prochaine conférencière. Merci, Ghislaine. On souligne dans la colonne de commentaires ton courage et ta détermination. On mentionne que c'est extrêmement important les démarches que tu fais. Alors, merci beaucoup, Stella. Alors, notre deuxième conférencière se passe de plus en plus de présentations, Madame Nadia El-Mabrouk. De son côté, Nadia va nous faire la lumière sur le vocabulaire qui est utilisé dans le programme qui relève de la croyance, beaucoup plus que de la réalité biologique. Alors, elle va aussi nous parler des conséquences que ce vocabulaire-là a sur nos enfants, ce que ça entraîne comme conséquence sur nos enfants. Alors, je te donne la parole, Nadia, c'est à toi. Merci, Lynn. Alors, bonjour tout le monde. C'est vrai que c'est inusité quand même de se parler à travers un ordinateur, mais on va y aller comme ça. Alors, bonjour à tous et puis merci d'être là. Alors, je veux tout de suite dire que je suis en faveur d'un cours d'éducation à la sexualité. J'ai 2 garçons, adolescents et préadolescents de 11 et 14 ans, qui voient évoluer leur corps et qui ont toutes sortes d'interrogations et de craintes qu'ils n'osent pas toujours exprimer. Alors, les objectifs qui sont annoncés du programme, qui sont la connaissance de son corps, la lutte aux stéréotypes sexuels, la prévention des agressions sexuelles, la prévention des phénomènes de la puberté, etc., sont excellents et la grande partie du contenu du programme est tout à fait pertinente. Mais par contre, un autre contenu entre en contradiction avec les objectifs visés, notamment lutter contre les stéréotypes sexuels et puis permettre aux jeunes d'apprécier leur corps, de l'accepter, d'en prendre soin. Eh bien, c'est le cas en particulier du thème qui est appelé identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales, qui a du contenu, il y a du contenu là-dessus à peu près 1 fois par année. Alors, bien que l'objectif annoncé soit de lutter contre les stéréotypes, d'ailleurs le titre aussi, donc de lutter contre les stéréotypes sexuels, mais c'est l'inverse qui est véhiculé si on regarde le canevas pédagogique dont nous a parlé Stella, donc ce document de 700 pages qui n'est pas disponible facilement aux parents. Alors, quand on regarde le contenu détaillé du programme, on s'aperçoit qu'il est imprégné par les théories des identités de genre, ce contenu en particulier. Alors, je vais commencer par en présenter le vocabulaire qui relève, comme vient de le dire Lynn, de la croyance plus que de la science, pas de la science. Ce vocabulaire sème la confusion plutôt que d'éclairer les jeunes, parce que ce cours-là, normalement, c'est pour éclairer les jeunes sur la sexualité. Alors, je parlerai ensuite des conséquences de ce vocabulaire idéologique sur les jeunes. Alors pour faire ma présentation, je me suis inspirée entre autres de plusieurs textes et en particulier, avec leur autorisation bien sûr, du texte d'Annie F. Collin, qui est professeure de philosophie au Cégep à Onsic
et aussi du texte de Jean-René Jeffrey, qui a été intervenant au GRI, qui est un regroupement qui est dédié au mieux-être des personnes gays et à l'acceptation de l'homosexualité. Alors, ces textes sont donnés en référence sur la page web de PDF Québec, dont le lien a été donné dans ce web pour le webinaire. Alors, tout d'abord, soyons clairs, le sexe n'est pas assigné à la naissance. Lorsque le médecin annonce aux parents à la naissance de leur enfant, ou même avant la naissance avec l'échographie, que leur enfant est un garçon, par exemple, il n'assigne pas de sexe au bébé. Il ne décide pas, n'attribue pas de sexe à l'enfant. Et pourtant, toutes ces expressions sont utilisées dans le programme. En réalité, le médecin constate le sexe du bébé sur une base objective, sur la base des organes génitaux. Pourtant, partout dans le canevas pédagogique, on ne parle que de sexe assigné à la naissance. Cette expression est trompeuse. Elle sous-entend que le sexe qui a été assigné, peut donc être réassigné. En fait, on sème la confusion entre les notions de sexe et de genre, et on insinue que les enfants peuvent choisir leur sexe. Bon, alors rappelons l'évidence, le sexe est une réalité biologique. L'espèce humaine comporte deux sexes, le mâle, la femelle, l'homme et la femme. Bon, il y a des personnes intersexes, donc ça existe. L'existence des personnes intersexes qu'on appelait autrefois hermaphrodites, qui naissent avec des attributs des deux sexes, ne contredit en rien le fait que l'espèce humaine est bisexuée. Il y a aussi des bébés qui naissent avec une seule jambe, mais ça n'empêche pas d'affirmer que l'espèce humaine est bipède. Bon, bref, le sexe est un fait objectif qui ne relève pas du choix. Toutes les chirurgies esthétiques qu'on pourra faire ne vont jamais changer notre ADN, nos chromosomes, pas plus qu'on va pouvoir changer notre âge. Par ailleurs, le genre, c'est une notion sociale. Le genre, c'est l'ensemble des rôles et stéréotypes qui sont associés aux deux sexes dans une société donnée et à une époque donnée. Il relève des conventions sociales et de ce qu'on entend par féminité ou masculinité. Par exemple, dans notre société, les femmes sont censées être émotives, les hommes ne doivent pas pleurer, les filles aiment les poupées, elles mettent des robes, les femmes se maquillent, les garçons aiment les camions, ils ont les cheveux courts, etc. Donc, le genre, c'est ça le genre. Le genre varie d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre. C'est pourquoi, d'ailleurs, on dit que le genre est un construit social. Or, à travers certaines parties du programme, on transmet l'idée que le genre serait la véritable identité d'une personne. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image de l'outil SAM qui est donné plusieurs fois en référence dans le programme, dès le programme de maternelle. C'est un document et une vidéo avec des images enfantines, donc des dessins, qui suggèrent que la véritable identité de l'enfant est celle qui est dans son cœur. Alors, c'est quoi le genre? Sans le dire, les images indiquent qu'il s'agit des stéréotypes féminins et masculins. Et donc Sam, on voit que c'est une fille. Au début, on pense c'est une fille, et ensuite, ça finit par être un garçon. Et donc, mais ce qu'on voit, c'est une fille qui aime avoir les cheveux courts, se déguiser en travailleur de la construction, comme vous voyez ici, ou porter un maillot de sport. Bon, mais Sam n'est pas simplement une fille qui aime les jeux de construction. Elle finit à la fin de l'animation par être un garçon. Voilà, mais c'est complètement le contraire de ce qu'on devrait faire dans l'objectif de lutter contre les stéréotypes sexuels, qui est un des objectifs annoncés du programme. Et puis en plus, à la fin donc de ce document, donc ça c'est un document, mais il y a aussi une vidéo, vous pouvez regarder les deux. Donc les liens sont donnés sur la page web de PDF Québec. La question à la fin de cette animation-là, c'est un document pas long, de 11 pages, quelque chose comme ça, donc des textes pas longs comme ça, là. La question, c'est as-tu besoin d'une opération pour vivre ton identité de genre? Bon, la réponse qui est donnée, c'est non.
Par contre, on a toute une ribambelle d'interventions médicales, d'hormonothérapie, de changements à l'état civil qui sont suggérés. Alors, est-ce que ça met pas une pression sur les enfants? Bon, alors on voit qu'il y a une grande confusion entre le sexe et le genre. Hein. Mais ça, là, c'est un incroyable recul par rapport à des décennies de combats féministes et de lutte contre ces stéréotypes dans lesquels on enferme le féminin et le masculin. Alors, cette vision, elle est véhiculée par l'idéologie du genre, qui est basée sur des perceptions subjectives, aucunement sur des faits biologiques ou sur une approche scientifique. La notion principale de cette idéologie est celle de l'identité de genre. Elle est présentée dans le canevas pédagogique comme, j'ouvre les guillemets, le sentiment profond et intime d'être fille, garçon, les deux, ni l'un ni l'autre ou entre les deux. On peut aussi lire qu'une personne pourrait, alors j'ouvre les guillemets, s'identifier comme homme, femme ou encore se situer quelque part entre ces deux pôles et ce, indépendamment de son sexe assigné à la naissance. Tout ça, c'est dans le programme du ministère. Alors, dès le programme de la maternelle, où on introduit cet outil SAM, on dit que les enfants entre 3 et 7 ans, donc d'ailleurs c'est ce que vous voyez écrit sur la diapo ici, là, les enfants entre 3 et 7 ans peuvent commencer à explorer leur identité de genre, que cela entre dans un processus naturel d'autodétermination et qu'ils peuvent découvrir leur sexe attribué à la naissance. Enfin, que leur sexe attribué à la naissance diffère de l'identité de genre qu'ils ressentent en eux. Donc, je vous rappelle qu'on s'adresse à des enfants de 3 à 7 ans. Donc, on sous-entend que tout le monde naîtrait avec une identité de genre qui serait le sentiment d'être fille ou garçon, indépendamment du sexe biologique. Cette affirmation, qui est répétée maintes et maintes fois dans le canevas pédagogique, n'est basée sur aucun fait scientifique. Elle relève de la croyance, pas de la science. Alors, par cette affirmation, on change le sens des mots. Hein. Les mots garçon, fille, homme, femme sont détournés de leur sens universel, le sens du dictionnaire, hein, pour plutôt désigner un ressenti, mais sans jamais expliquer ce qu'un ressenti d'être femme ou homme peut bien vouloir dire. Hein. Mais par les images, par les exemples qui sont donnés, on voit qu'on fait référence aux stéréotypes sexuels. Bon, mais comment est-ce qu'on va pouvoir, par exemple, enseigner les méthodes contraceptives aux filles et aux garçons, ce qui est un des objectifs du programme, si être fille ou garçon n'est qu'une question de ressenti? Alors, en fait, le vocabulaire du genre est un vocabulaire confus, changeant, qui varie selon l'usage qu'on veut en faire et qui est trompeur. Alors, par exemple, souvent les termes sexe et genre sont utilisés comme si c'était des synonymes, alors que par ailleurs, ils sont définis différemment. Il ne faut pas croire qu'on utilise ça à l'anglaise. Vous savez, dans la langue anglaise, on dit gender plutôt que de dire sexe, mais ce n'est pas le cas ici, parce qu'ici, on donne des définitions différentes à sexe et genre, et donc, on les sépare. Mais ensuite, on les utilise comme si c'était des synonymes. Alors donc, dans le canevas pédagogique, par exemple, on va dire que le sexe est déterminé à partir du corps et le genre est comment on se sent en dedans. Mais ensuite, on les utilise comme des synonymes. Donc, par exemple, en 6e année du primaire, où on parle des différentes formes de discrimination, on décrit le sexisme comme, j'ouvre les guillemets, une forme de discrimination basée sur le sexe ou le genre. Mais quand on fait ça, on assigne le même nom à des discriminations de nature très différente qui doivent être combattues de façon différente. Le sexisme envers les femmes et l'homophobie envers les homosexuels, par exemple. Ça se traite pas de la même façon. Donc, on n'est dans rien par cette confusion des concepts. En plus, il faut savoir que les protections des femmes en matière de discrimination ou la protection par rapport à l'orientation sexuelle, c'est des protections qui ont été établies sur la base du sexe, pas du genre. Donc, ça introduit la confusion.
Alors, une autre confusion, c'est pour l'homosexualité. Dans le programme, elle est définie, j'ouvre les guillemets, comme une attirance et éveil amoureux qui se manifeste envers des personnes de même genre que soi. Sauf que c'est faux. L'homosexualité, c'est le fait d'être attiré par des personnes de même sexe que soi. Alors, dire qu'être homosexuel consiste à être attiré par un genre en particulier, c'est trompeur et ça passe à côté du besoin que peuvent avoir des jeunes homosexuels d'entendre parler correctement de la réalité qui les concerne. Et puis, ça passe à côté des objectifs du programme de permettre aux jeunes d'accepter leur orientation sexuelle. Voilà. Alors, en plus de ces confusions dans les termes, le contenu sur l'identité de genre est en contradiction avec d'autres thèmes du programme, en particulier celui qui est intitulé « Croissance sexuelle humaine et image corporelle », où on explique bien en fait les difficultés qu'ont les adolescents face aux modifications du corps. L'objectif visé dans cette partie du programme, eh bien, c'est de permettre aux jeunes de prendre conscience des malaises ressentis face à leur corps et de les aider à développer une image positive d'eux-mêmes. On explique par exemple l'importance d'accepter son corps, d'avoir confiance en son corps, en ses capacités, de traiter son corps avec bienveillance. On dit qu'apprécier son corps, c'est aussi une façon d'en prendre soin. Mais ensuite, dans le thème identité, rôle, stéréotypes sexuels et normes sociales, l'importance de connaître son corps, de valoriser une image corporelle positive est complètement évacuée. Il s'agit là d'amener les jeunes à développer une identité de genre, de connaître son genre. On parle de satisfaction d'appartenir à son genre. Je ne vois pas bien ce que ça veut dire, le fait d'appartenir à un genre. Bref, les difficultés de perception du corps sont ramenées dans ce thème à des problématiques de genre et de non-conformité de l'identité de genre avec le sexe assigné à la naissance. Les exemples qui sont donnés dans le programme suggèrent qu'un enfant qui ne se conformerait pas aux stéréotypes sexuels de son sexe serait de l'autre sexe. Alors, par exemple, voici un exemple en première année du secondaire, des exemples qui sont présentés comme des témoignages d'enfants. Alors, donc, j'ouvre les guillemets. Je ne veux pas être un garçon, je veux être rien. Je ne comprends pas pourquoi les gens parlent d'être fille ou garçon. Être une fille, je ne déteste pas, mais les gars détestent. Je porte des vêtements de garçon. J'achète ce que je veux dans la section des gars. Ma mère veut que je sois une fille, mais je lui ai dit non parce que ce n'est pas ce que je veux. Alors, fermez les guillemets. Donc, vous voyez, là, on fait pas, donc, ce serait un choix. La mère ne veut pas de ce choix-là. Et puis, le ressenti, on voit bien que c'est ramené à des stéréotypes sexuels, porter des vêtements de garçon. Bon. Alors, en fait, on fabrique le concept d'enfant trans. Le terme, d'ailleurs, est introduit dès la maternelle, mais sans le définir. Vous voyez, on ne définit pas, mais on le présente comme ça. Par contre, le terme trans est défini. Alors, il est défini comme ça. Alors, une personne transgenre est une personne dont le genre ne correspond pas au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Alors, donc, c'est une définition trompeuse puisque le sexe n'est pas assigné à la naissance. De plus, la vaste majorité de gens ne se reconnaissent pas dans les rôles et comportements sociaux qui sont associés à la féminité ou à la masculinité, et on n'a pas sans avoir à leur assigner une étiquette de trans. Des femmes qui ont des cheveux courts, qui portent des pantalons, des hommes qui ont des cheveux longs, qui aiment le rose, ça existe, mais c'est pas une raison pour leur donner l'étiquette de trans. Alors, plutôt que de voir les enfants qui ne correspondent pas aux normes de leur sexe comme étant des enfants trans, il faut plutôt leur faire comprendre que chaque enfant a ses propres préférences, ses propres caractéristiques, et que c'est très bien comme ça. Une femme qui veut travailler dans la construction, c'est une femme qui veut travailler dans la construction. En plus, même si ailleurs dans le programme, on dit qu'il faut éviter de poser des questions suggestives aux enfants. Donc, c'est ce qu'on dit dans le programme, qu'il faut éviter de poser des questions suggestives. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans cette partie.
Certains exemples qui sont donnés sous forme de témoignages, donc, sont susceptibles d'orienter un jeune qui ne se sentirait pas bien dans sa peau en suggérant qu'il est trans. Alors, voici par exemple, donc, un autre exemple qui est donné en première année du secondaire. Donc, j'ouvre les guillemets. C'est au moment de la puberté que je me suis rendu compte de ce qui m'arrivait. La puberté, c'est vraiment le moment où l'on se rend compte que notre corps évolue de la mauvaise façon. Et c'est l'élément déclencheur pour moi. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet. Je tapais un peu les phrases qui me passaient par la tête, comme « je veux devenir une fille ». Au fur et à mesure, mes recherches se sont précisées et je suis tombée sur des témoignages de garçons transgenres et de filles transgenres. Je me suis reconnue dans cette histoire, dans leur histoire. Ferme les guillemets. Alors, vous voyez, on oriente les jeunes vers certaines références. Est-ce que ce n'est pas une suggestion, ça, qu'on leur donne pour permettre de répondre à leur malaise? En fait, que la raison, c'est qu'ils sont nés dans le mauvais corps. Alors, je veux dire que loin de moi l'idée de nier ou de remettre en question la sincérité des personnes, des jeunes qui vivent une dysphorie du genre, c'est un terme qui veut dire qu'elles ne se sentent pas confortables avec leur sexe. Ces jeunes vivent une grande souffrance, une grande confusion et doivent être entendus et traités avec bienveillance et doivent bénéficier d'une approche qui est la plus appropriée à la réalité de chacun d'eux. Toutefois, les documents du ministère établissent la façon d'aborder tous ces élèves de la même façon. Le programme, mais pas seulement le programme, aussi les directives du ministère de l'Éducation en matière de bonnes pratiques envers les jeunes qu'on étiquette comme trans et non-binaires. Donc, ces directives suggèrent qu'un garçon qui se dit fille ou l'inverse doit être cru sur parole et traité comme tel, sans même en informer les parents. Sauf qu'un enseignant n'est pas une autorité médicale et n'est pas qualifié pour poser un diagnostic et décider la façon d'aborder les enfants qui expérimentent de la confusion ou un malaise avec leur corps. Un enseignant n'est pas qualifié pour décider, sans autre investigation, s'il est de l'intérêt de l'enfant de le considérer de l'autre sexe. Alors, par le biais des références qui sont données, les jeunes sont dirigés vers des ressources non médicales où ils découvrent un discours qui leur explique qu'ils sont sans doute nés dans le mauvais corps et où on leur suggère toutes sortes de moyens pour changer leur corps. Alors, ces moyens, en fait, eh bien, ce sont des mutilations, en fait, qu'on leur propose. Alors, les filles vont commencer par dissimuler leurs seins avec des binders, des choses qui compressent les seins et ce qui a des conséquences graves, en particulier sur les capacités pulmonaires. Parallèlement, les jeunes vont essayer d'obtenir des bloqueurs de croissance, des hormones de l'autre sexe qu'ils doivent prendre tous les jours, sans qu'on connaisse les effets à long terme de ces hormones de l'autre sexe sur les enfants. En fait, très peu d'études fiables sont disponibles sur l'effet de ces médicaments à long terme. Mais une des conséquences les plus probables, c'est le haut taux de stérilité. Sauf qu'un enfant, en fait, quand on lui dit ça, ça le dérange pas, lui, les taux de stérilité, ça dérange pas un enfant de 12 ans. En fait, on est en train d'expérimenter sur nos enfants, sans aucun principe de précaution. Alors, tout ça, c'est pas dit explicitement dans le programme, mais les références qui sont données pour les parties qui concernent l'identité de genre sont des sites et des ressources conçus par les groupes de pression LGBTQ2, comme vous voyez ici. Donc, ce document-là aussi, il est donné en référence sur la page de PDF. Ce sont des ressources idéologiques, non scientifiques, qui ne sont pas neutres. Ce sont des ressources qui sont conçues par des activistes du lobby trans et qui encouragent les jeunes à croire que leur identité de genre est leur identité authentique. Alors, incidemment, on les amène aussi à considérer les bloqueurs de croissance, l'hormonothérapie et plus tard les chirurgies d'affirmation du genre comme quelque chose qui irait avec leur ressenti. Alors, l'Angleterre a été précurseur en la matière, mais maintenant,
l'Angleterre expérimente les conséquences désastreuses de cette approche chez les jeunes. Alors, selon un article du journal britannique The Times du 17 novembre 2018, alors je cite, « La clinique Tavistock de Londres a signalé une augmentation de 1000% d'envois à leur bureau d'enfants dits transgenres au cours des 6 dernières années. La grande majorité de ces jeunes sont des adolescentes, alors qu'elles représentaient auparavant une infime proportion des cas. Cette course à la sanction médicale d'un sentiment confus d'affirmation de soi a toutes les caractéristiques d'un scandale en préparation. En fait, la plupart de ces patientes autodéfinies sont des jeunes femmes homosexuelles, dont beaucoup souffrent d'autisme, de dépression ou de problèmes d'anxiété. Beaucoup ont subi des agressions sexuelles. » Donc, fin de citation. Alors, mais d'ailleurs, les plaintes ont commencé en Angleterre. En ce moment, en Angleterre, il y a 2 poursuites qui sont en cours. Une jeune femme de 23 ans qui a détransitionné à l'âge adulte, qui poursuit le ministère de la Santé. Alors, les avocats vont plaider que des enfants ne peuvent pas donner un consentement éclairé à des traitements qui retardent la puberté. L'autre poursuite est faite par la mère d'une jeune fille de 15 ans qui souffre d'autisme. La ministre britannique de la condition féminine a réclamé une enquête, notamment pour étudier le rôle des médias sociaux et l'enseignement de l'idéologie du genre dans les écoles. Et récemment, à la suite d'une action en justice, un organisme public a décidé de retirer sa boîte à outils trans, laquelle ressemble grandement aux documents du ministère de l'Éducation du Québec en matière de bonnes pratiques envers les jeunes trans et non-binaires. Alors, comme l'a dit Stella, les actions judiciaires commencent aussi au Canada. Alors, j'en reparlerai pas. Donc, en conclusion, l'école doit transmettre des informations claires, non ambiguës et factuelles aux enfants plutôt que d'alimenter la confusion en laissant entendre qu'on peut changer de sexe. C'est d'autant plus important pour les enfants qui ont des besoins spéciaux et qui sont particulièrement vulnérables au message qu'ils seraient nés dans le mauvais corps. Il n'y a pas de consensus dans le corps médical pour déterminer la meilleure approche en la matière. Beaucoup de recherches restent à faire, notamment en ce qui concerne les risques de contagion sociale provoqués par un matériel pédagogique orienté vers la transition de genre. Il faut noter en plus qu'un des premiers constats qui est fait face aux jeunes qui souffrent de dysphorie du genre, c'est que dans de larges proportions, de à peu près 80%, au fur et à mesure qu'ils progressent vers l'âge adulte, cet état se résorbe de lui-même. Mais qu'est-ce qu'il arrive à ces jeunes qui sont orientés vers une transition de genre avec des conséquences qui sont ensuite irréversibles sur leur corps? En l'absence d'études scientifiques suffisantes, le principe de précaution devrait prévaloir. Avant tout, ne pas nuire, comme dit le serment d'Hippocrate. Alors, le ressenti des personnes transgenres doit être respecté et ces personnes doivent être aidées et soutenues. Mais ça ne se fait pas en niant la notion de sexe biologique. Donc il faut le dire, les notions d'identité de genre et d'expression de genre sont entrées dans la charte canadienne comme motif illicite de discrimination. Mais ça n'a pas remplacé le motif sur la base du sexe. C'est venu se rajouter, mais pas remplacer. Et le sexe, en fait, c'est le motif qui est à la base des droits des femmes dans les chartes et dans les conventions internationales. Bien sûr, on est tous favorables à ce qu'on enseigne à l'école le respect et l'ouverture aux différences. Vouloir lutter contre la discrimination est un objectif non seulement noble, mais absolument essentiel. Mais engager toute la société à occulter la réalité des sexes ne peut pas constituer une solution contre la discrimination. C'est le contraire, en fait, qui risque de se passer. Il n'y a pas plus malsain qu'une culture qui est basée sur le mensonge, surtout quand ce mensonge s'adresse à des personnes vulnérables. Le sexe est une réalité biologique qui fait partie des connaissances élémentaires de l'espèce humaine, une connaissance intuitive chez l'enfant, en fait. Donc, il ne s'agit pas de lui dire qu'il a tort dans son intuition. Comprendre la définition biologique des mots et des femmes,
Ce n'est pas transphobe. C'est une intimidation qui est faite aux parents et aux citoyens qui osent questionner une idéologie qui n'est basée sur aucun fait objectif. Hein. Donc, cette intimidation ne peut plus continuer. Et finalement, en tant que parent, je suis comme Stella, je suis particulièrement choquée par le manque de transparence sur ce programme. Parce que moi aussi, j'ai remarqué que dans le canevas pédagogique, dans les parties qui s'adressent aux parents, eh bien, les références sur l'idéologie du genre ne sont pas données. Dissimuler des parties du programme aux parents, c'est inadmissible. Et en plus, c'est dangereux pour les enfants. La protection des enfants ne passe pas par le secret. Elle passe par une information transparente et une communication ouverte et respectueuse entre les parents et l'école. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup, Nadia. C'est très intéressant. Alors, tu as beaucoup de questions. Malheureusement, on ne pourra pas toutes poser ces questions-là. On va revenir à la fin. Il va y avoir une période de questions à la toute fin. Alors, si vous voyez que votre question n'a pas été répondue, là, ça se peut qu'on la repose à la fin, dépendamment du temps qui va rester. J'aimerais vous dire, il y a des gens qui ont des mains levées. Alors, on peut pas donner la parole aux participantes. Par contre, si vous voulez soumettre une question ou parler de quelque chose, il y a le chat qui peut vous être utile si vous avez quelque chose à signaler, ou encore évidemment le module de questions et réponses. Alors, merci beaucoup, Nadia. Il y a beaucoup de questions qui te sont adressées. Je pense que tu peux prendre le temps de boire ton eau. Oui, c'est... Prendre ton souffle. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Non, c'est parfait. C'est excellent. Alors, parmi les questions, alors il y en a une que je pense que tu as répondu en partie. Parle-t-on de santé et d'épanouissement sexuel dans le programme? Tu as répondu un petit peu, mais est-ce que tu veux élaborer? Parle-t-on de santé et d'épanouissement sexuel dans le programme? Oui. Oui, on parle de tout ça, oui, à différents niveaux. Là, évidemment, on n'en parle pas de la même façon au primaire et au secondaire. Oui, on parle de beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas montré parce que ça aurait été lourd à montrer tous les thèmes du programme. Mais je sais pas, il y en a combien, Stella, des thèmes? Il y a peut-être 8 thèmes. Hein. Donc, identité. Donc, le thème dont j'ai parlé spécifiquement ici, c'est un des thèmes, identité, stéréotypes et tout ça. Et donc, mais il y en a d'autres. Hein. Donc ici, et il y a d'autres thèmes, comme je dis, qui sont en contradiction. Donc, ces thèmes-là sur l'identité de genre, le vocabulaire vient en contradiction avec d'autres parties où c'est ça, où on explique aux jeunes les raisons, en tout cas la croissance, et puis les raisons pour lesquelles on pourrait ne pas être bien dans son corps. Il y a plein de parties. J'ai pas parlé de toutes les parties. Donc je voudrais le préciser. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans le programme et beaucoup de choses qui sont bien. Il y a beaucoup de bonnes choses, effectivement, qui sont abordées. Alors, est-ce que une personne nous demande, est-ce que l'on va jusqu'à nier la différence XY, la différence des chromosomes? Est-ce que l'identification grâce à l'ADN des restes humains est aussi remise en question? Non, pas dans le canevas pédagogique. Alors, maintenant, il faudrait aller voir. On le dit pas comme ça directement. Je vous ai donné les phrases avec lesquelles on exprime les choses. Hein. Alors, on ne dit pas directement que le sexe n'existe pas, mais c'est des ambiguïtés qui laissent ensuite, qui confondent les concepts. Donc, on ne le dit pas on dit pas précisément le sexe n'existe pas, mais on laisse entendre que la vraie identité sexuelle, c'est celle qu'on a en dedans de soi. Donc, ça serait une identité. En fait, c'est ça serait pas une notion biologique, ça serait une identité. Voilà. Et donc, on pourrait la choisir. Mais on va pas plus loin. On donne pas. C'est ça qu'on dit. Oui. C'est des ambiguïtés en fait. Maintenant, comme on le dit, on est inquiet aussi des intervenants qui peuvent venir. Le truc, c'est que ça laisse la porte ouverte à toutes sortes de débordements, d'intervenants aussi, qui sont légitimes de venir en parler parce que le programme leur laisse la porte ouverte.
Et puis les documents qui sont donnés en référence, ben clairement, c'est des documents qui orientent vers une vision nébuleuse du sexe, voilà, qui serait un continuum. Le genre est un continuum, pas le sexe. Merci de faire la différence. On demande si les recherches scientifiques ont-elles des résultats sur les impacts de l'hormonothérapie à vie et des mutilations génitales sur la santé physique et mentale à court et long terme pour des enfants qui font ces choix de genre dès la puberté. Bon, alors comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de résultats médicaux encore. Bon, alors il y en a, mais il y a aussi beaucoup de censure aussi d'une certaine orientation, enfin, d'une certaine façon d'aborder la transidentité, de l'aborder avec le principe de précaution. Alors il y a aussi mais bon, je pense que ça serait un peu long de parler des approches médicales et puis des études qui sont faites, mais on peut dire qu'il y en a beaucoup à faire. Mais oui, il y en a de toute façon dans les médicaments, lorsque ce qui vient avec les médicaments là, excusez-moi, ben on explique lorsque on lit, par exemple, avec les hormones toute la ribambelle de complications qui peuvent s'accompagner par l'absorption de ces médicaments, eh bien déjà en soi, c'est inquiétant. De toute façon, c'est jamais neutre de prendre des médicaments. Et prendre des médicaments, des hormones à longueur de journée, on le sait bien que c'est pas neutre, que c'est pas. Alors bien sûr, oui, il y en a des études médicales qui montrent qu'il y a des effets, mais maintenant ça en prendrait plus quand même. Alors, je te remercie beaucoup, Nadia. Malheureusement, le temps de questions est terminé pour Nadia, mais comme je l'ai mentionné, vous pouvez, on se garde quand même une période de questions à la toute fin. Alors, si vous pensez à d'autres choses, ça pourrait être répondu à la fin. Merci, Nadia, pour tes explications. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Aline qui va vous présenter notre prochaine conférencière. Alors, merci Ghislaine. Alors, notre dernière conférencière s'appelle Réa Jean. Réa a obtenu un doctorat en philosophie de l'Université Laval et de l'Université Sherbrooke. Elle a aussi été chercheuse postdoctorale à l'Université du Luxembourg pendant 3 ans. Elle est par ailleurs active dans le mouvement féministe depuis 20 ans. Et elle est l'auteure du livre « L'intime et le marché » portant sur la prostitution. Finalement, elle a aussi collaboré au livre « Liberté surveillée », un collectif dirigé par M. Normand Baillargeon. Son chapitre était consacré à la question justement de l'identité de genre. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Réa. C'est bon, vous m'entendez? Bon, merci d'abord à PDF de m'avoir invité, puis merci aux auditeurs de se joindre à nous. Donc, moi, je vais d'abord vous parler de cette question-là, de pourquoi cette question-là me préoccupe. Et je vais aussi parler des éléments de critique concernant ce courant de pensée. On en a déjà eu là avec les deux intervenantes avant moi, mais bon, je vais poursuivre là-dessus. Donc, des éléments de critique qu'on peut avoir dans le milieu universitaire, qu'on devrait pouvoir amener dans le milieu universitaire et dans l'espace public en général, sans se faire insulter ou sans risquer de perdre son emploi, etc. Parce que la situation actuelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conférences annulées, il y a des personnes il y a quelques personnes qui ont perdu leur emploi à cause simplement qu'elles croient en l'existence des deux sexes, femmes et hommes, donc qui ne nient pas la réalité biologique et qui critiquent le genre. Donc, il y a certaines qui ont perdu, par exemple, des responsabilités professionnelles, comme par exemple Kathleen Lowry à l'Université d'Alberta
qui a perdu une partie de ses responsabilités professionnelles. Il y a aussi, comme vous avez sûrement entendu parler, là, la campagne de salissage par rapport à J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui est pas dans le milieu universitaire, mais qui est encore une figure de féministe qui s'exprime sur ces sujets-là. Donc, je vais pas parler spécifiquement là, de chacun de ces cas-là, mais je vais vous donner quelques éléments là, par rapport à tout ce débat-là. Donc, je veux insister sur l'importance finalement de parler de ce sujet-là et du climat politique et militant là, qu'il y a en ce moment et qui, au-delà de la question des emplois, ça crée un appauvrissement en fait de la pensée. Le fait de pas pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc, pourquoi je défends une critique de l'idéologie de l'identité de genre? Je vais donner 3 raisons principales par rapport à ma prise de parole que j'ai depuis quelques années là-dessus. Donc, d'abord, je suis féministe, donc je lutte contre le sexisme et les stéréotypes sexuels, comme les féministes le font, ou en tout cas devraient le faire. Donc, je suis militante féministe depuis 20 ans. Les questions féministes ont été au cœur de mes études. Bon, j'étais pas comme telle en études féministes, mais c'était transversal, disons, dans les études que j'ai fait. Et puis, dans mes écrits, dans mes lectures, j'ai fait évidemment beaucoup de lectures sur les rapports sociaux de sexe, sur le sexisme, sur la sexualité des femmes. Donc, ce background-là, en fait, à mon avis, me donne des outils intellectuels pour aborder cette question-là, parce qu'évidemment, quand on lit beaucoup là-dessus, on lit sur les rapports entre les sexes, sur la construction du genre, etc. Donc, c'était comme naturel pour moi d'aborder cette question-là de l'identité de genre. Donc, les femmes ont été discriminées historiquement sur la base de leur sexe. C'est une classe de sexe qui est discriminée. Il y a du sexisme depuis longtemps. On n'est pas discriminé sur la base de notre ressenti ou de ce à quoi on s'identifie. Et je tiens à préciser que le genre, comme pour Nadia, là, je considère pas que c'est un ressenti, mais que c'est plutôt un équivalent du concept de rapport sociaux de sexe, que c'est un discours sur le sexe. Donc, c'est une construction sociale. Le genre fonctionne justement comme une justification à la discrimination basée sur le sexe. Donc, on va avoir tout un discours qui va justifier qu'on s'en prend, par exemple, à des femmes, par exemple, des femmes se font mutiler génitalement. Les mutilations génitales que ces femmes-là vivent, c'est en tant que femmes. Mais il y a tout un background culturel qui fait qu'on va justifier ça. Donc, le féminisme implique nécessairement une remise en question du genre depuis toujours, en fait. C'est la base du féminisme de remettre en question le genre. Parce que le genre, il nous met dans des petites cases. Et puis, à un moment donné, il y a des femmes qui disent, ces petites cases-là sont trop restrictives. Puis, moi, je veux pouvoir avoir une éducation. Ce que des femmes ont demandé il y a plusieurs décennies. Je veux participer à la vie publique, à la vie politique. Je veux écrire des livres. Je veux devenir mécanicienne. Je veux avoir une sexualité libre. Je veux porter des pantalons. Donc, ce sont toutes des choses que les femmes, à un moment donné, ont dit, voilà, je vais aller en dehors de la petite case dans laquelle on m'a mis. Donc, c'est ce geste-là est féministe parce que on dit les femmes, ça peuvent être autre chose que ce qu'on pense qu'elles peuvent être ou ce qu'on planifie pour elles, etc. Donc, la remise en question de la conception culturelle de ce qu'on se fait de son sexe, aujourd'hui, cette remise en question-là, elle est mise à mal par l'idéologie de l'identité de genre, qui affirme que c'est le genre qui définit les femmes et le genre masculin qui définit les hommes.
Donc, on invisibilise le fait que les femmes ont un sexe et que elles sont discriminées sur cette base. Et on remet plus en question le genre. On dit, les femmes, c'est aimer telle chose, c'est avoir tel type de personnalité. Donc, on nous remet, en fait, dans la petite case au niveau culturel, tout en nous disant qu'on pourrait changer notre corps si on veut être dans... Si on n'est pas dans la bonne case, en fait, c'est à nous de changer notre corps, finalement. Donc, voilà la première raison pourquoi je m'intéresse à ça, c'est parce que je suis féministe. La deuxième raison, c'est que moi, je valorise beaucoup la figure de l'intellectuel qui défend ce qu'il pense être vrai sur la place publique et même si ça plaît pas, même si ça va à l'encontre des opinions populaires. Donc, qui défend cette vérité-là ou ce qu'il croit être la vérité, même dans l'adversité. Donc, défendre ce qui lui paraît vrai, même si ça va à l'encontre du courant dominant de pensée ou du régime politique, par exemple. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de défendre ce rôle de l'intellectuel-là, qui existe depuis longtemps, hein, la Grèce antique, Socrate qui recherchait la vérité, qui remettait en question les opinions répandues. Il était condamné aussi par le tribunal d'Athènes. Heureusement, ils sont pas tous condamnés. Donc, ça date pas d'hier que les intellectuels, les philosophes et les scientifiques sont réduits au silence pour des idées impopulaires, mais qui leur apparaissent le plus près de la vérité. Donc c'est ça, c'est cette figure de l'intellectuel qui a le devoir de dire le vrai le plus possible dans les limites de ses connaissances, évidemment. Donc, ça reste un idéal. Qu'on peut essayer d'atteindre avec les moyens limités qu'on a, hein, parce qu'on a des limites au niveau de nos connaissances, au niveau physique, psychologique, économique, etc. Mais on peut tendre vers cet idéal-là. Donc, aujourd'hui, je considère que le rôle de l'intellectuel est peu valorisé dans ces thèmes. Pourquoi? Moi, ce que je vois, en tout cas, j'ai été longtemps à l'université, puis ce que je vois beaucoup, là, c'est que, ce qui est valorisé, c'est beaucoup la course à l'argent. T'obtiens des bourses, t'obtiens des subventions, ça, c'est très valorisé. Mais qu'est-ce que tu défends? Ça, je trouve que c'est pas assez valorisé. Et l'idéologie postmoderne, aujourd'hui, qui est très centrée sur la valorisation de la construction de soi, et qui n'est pas centré sur la recherche de la vérité, si on veut. Donc, c'est une vision aussi de l'université aujourd'hui qui doit être aussi comme un safe space et qui doit pas bousculer les étudiants dans leur vision. Donc, tout ce climat-là fait que ça devient difficile d'être dans une recherche de la vérité, d'être dans un courage intellectuel, d'amener aussi un point de vue dissident dans certains espaces. Depuis quelques années, je vois un bon nombre de féministes aussi qui s'éloignent complètement de cet idéal-là et qui, à mon sens, se renient elles-mêmes. Il y a 10 ans, ces féministes-là défendaient le féminisme matérialiste. Elles critiquaient les stéréotypes sexuels. Puis elles militaient, par exemple, pour le droit des femmes à l'avortement. Aujourd'hui, les mêmes féministes adhèrent sans trop de conviction à l'idéologie postmoderne. Elles considèrent que les stéréotypes sexuels définissent les personnes, c'est-à-dire que le petit gars qui aime les poupées, il serait pas dans le bon corps. Il devrait être une petite fille, alors qu'il y a 10 ans, elle disait complètement le contraire, que les petits gars peuvent aimer les poupées, il n'y a pas de problème, c'est des petits gars quand même. Et que aujourd'hui, écoutez, je les ai pas entendus parler d'avortement dernièrement, mais j'imagine que elle dirait que l'avortement concerne les femmes, les hommes, les non-binaires. Si elle veut pas se retrouver avec est-ce que J.K. Rowling a vécu dernièrement. Donc, les causes des femmes concernant notre corps, sont plus des causes des femmes parce que
notre réalité corporelle est niée et que finalement, seuls des éléments stéréotypés comme le maquillage pourraient faire peut-être partie de la cause des femmes. Encore là, il y a beaucoup de femmes qui n'adhèrent pas à ces stéréotypes-là. Donc, je sais pas trop ce serait quoi les causes des femmes. Donc ce féminisme-là, pour moi, il s'assure une carrière, mais il défend pas l'idéal de l'intellectuel dont j'ai parlé. Et oui, on peut dire qu'elles ont peur de perdre leur emploi ou de pas avoir d'emploi, mais si tout le monde disait vraiment ce qu'il pense, je pense que cette idéologie-là ne prendrait pas autant de place et on ne craindrait pas justement pour notre vie professionnelle. La troisième raison, je vois le temps, ça va vite. La troisième raison pourquoi je prends position, c'est les leçons de l'histoire. Je vais passer rapidement, mais on sait tous qu'il y a eu des courants idéologiques qui ont fait taire des individus, qui ont amené un climat de peur, qui nous ont éloignés de connaissances vérifiables, qui ont restreint la liberté de pensée et de parole. Donc, c'est des mouvements idéologiques. On pense à la chasse aux sorcières, évidemment l'idéologie nazie, le communisme, le crime de la pensée dans le bloc soviétique, les humiliations publiques durant la révolution culturelle chinoise, le macartisme aux États-Unis dans les années 50, j'en passe. C'est tous des courants très, très, très différents, mais qui ont pu être violents à différents degrés, en fonction d'idéologies très différentes, de gauche comme de droite. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est cet effacement de la vérité, souvent, et ce salissage de personnes coupables de crimes de la pensée, et le licenciement pour des raisons idéologiques, conformisme dans la population pour pas avoir de problème, pour pas sortir du lot, donc une perte de liberté, de parole, etc. Au niveau de la fiction, il y a 1984 de George Orwell qui décrit bien ce genre de situation. Donc, je crois que l'humanité peut facilement basculer dans ce genre d'idéologie qui devient complètement irrationnelle. Donc, il faut demeurer vigilant. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, en ce moment, l'idéologie de l'identité de genre, c'est une théorie qui affirme que nous aurions un genre intérieur qui serait comme notre essence, alors que la réalité biologique n'aurait plus d'importance. Donc, c'est un mouvement politique qui vise à nous faire accepter ça. Et donc, ça peut partir d'une bonne intention, là, de l'acceptation de la différence, mais je pense que ça a vraiment dérapé, ça va beaucoup trop loin. Donc, c'est une forme d'imposture intellectuelle. Il y a quelques figures courageuses qui disent non, on n'est pas d'accord avec ça, mais ça reste que cette imposture intellectuelle nous dit que le fait de ne pas dire la vérité sur une connaissance aussi fondamentale que de notre expérience comme humain, notre dimension sexuée, c'est très grave, en fait. Parce que la dimension sexuée, c'est une connaissance fondamentale de l'humanité. Comme être vivant, on doit connaître notre corps. C'est fondamental. Si on connaît pas bien notre corps, on peut ne plus vivre. Tu sais, donc, c'est quand même important de connaître son corps. Pour moi, c'est la connaissance primordiale, c'est la connaissance de notre corps. Donc, la première chose à savoir, c'est on est des humains. Puis je pense que la deuxième chose importante à savoir, c'est qu'on est des hommes ou des femmes. Parce que l'humanité se divise en hommes et en femmes. Donc, au lieu de ça, l'idéologie de l'identité de genre prétend qu'on a un genre intérieur, alors que le genre relève de la construction sociale. C'est une idéologie qui est anti-scientifique, irrationnelle, de l'ordre de la croyance, du mysticisme. Et c'est une théorie qui dit, mettons, aux enfants de trouver le genre en eux, comme Nadia en parlait, là, de trouver en eux s'ils sont filles ou garçons, ou peut-être un mélange des deux. Mais en même temps, on nie le fait qu'être un garçon ou une fille, c'est lié au fait d'avoir tel corps.
Donc, s'il n'y a plus de définition de c'est quoi un homme ou une femme, ben, on voit mal là, comment on peut savoir si notre genre intérieur est homme ou femme, parce que là, s'il n'y aurait plus de définition. Donc, ça va très, très loin là, dans le côté nébuleux. Là. Trouver le genre en eux, pour moi, c'est un peu comme essayer de trouver Dieu en soi. Là. C'est comme les pauvres enfants, ils vont se questionner. Je suis quoi, je suis quoi, je suis quoi. Au lieu que les parents leur disent, ben, tu es de tel sexe, et puis c'est tout à fait correct de jouer avec les jouets associés plus à l'autre sexe, de décloisonner là, les catégories, comme les féministes l'ont fait. Donc, on crée une confusion chez les enfants. Il est donc important que les chercheurs et les intellectuels puissent réfléchir et questionner cette idéologie et qu'on les empêche pas de le faire. Donc, il faut arrêter là, les campagnes de salissage qui font que répéter les mantras des idéologues de cette théorie. Et puis, moi, ce que je voudrais que les journalistes fassent, là, c'est de vérifier ce que la personne a dit. Et, tu sais, comme par exemple J.K. Rowling, vérifier ce que la personne a dit et réfléchir à ce que ça implique de plus pouvoir dire ce que cette personne-là a dit. Tu sais, comme, qu'est-ce que ça implique de plus pouvoir dire que seules les femmes ont des menstruations. Au lieu de crier avec les loups, là, comme les journalistes le font en ce moment, là. Ça, c'est un livre de biologie qui est utilisé, c'est une brique de 1500 pages qui est utilisée dans les livres dans les cours de biologie à l'université. Bon, je vous cite. Donc, examinons plus en détail le cycle menstruel de la femme qui nous permettra d'étudier blablabla. Donc, le cycle menstruel de la femme. Donc, ça dit exactement la même chose, bon, avec plus d'élaboration scientifique que J.K. Rowling. Donc, si J.K. Rowling n'a pas le droit de dire que les femmes ont des menstruations, ben, ça veut dire que faudrait remettre en question aussi ce que ce livre de biologie-là, qui est enseigné dans les universités, dit. Donc, ça a énormément d'implications, mais on le fait pas, ils le font pas encore, mais ils vont y arriver, j'imagine. Mais donc, si on change les livres de biologie, qu'est-ce que ça a comme impact? Et qu'on se met à définir l'humain par le genre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va décrire, par exemple, ses plus proches parents, comme que sont les primates? Est-ce qu'on va arrêter de dire que les chimpanzés mâles ont telles caractéristiques qui peuvent être semblables à l'homme? Peut-être qu'on va déterminer le genre intérieur des bonobos aussi, alors qu'on n'a pas accès à leurs pensées. Et qu'en est-il des autres mammifères? Bon, on sait que les poissons clowns, c'est le préféré des idéologues de l'identité de genre. On sait que lui, il change de sexe, donc ça va. Mais les autres, hein. Donc, voilà. Bon, juste peut-être quelques mots sur le genre encore. Comme je disais, le genre, ce n'est pas une identité intérieure ou un feeling. Le genre, à la base, c'est un discours sur la différence entre les sexes. Donc, l'humain, à l'aube de l'humanité, il voit son corps, il voit des corps qui portent des enfants, il voit des corps qui n'en portent pas. Il voit le dimorphisme sexuel et il cherche à nommer la réalité qu'il voit. Il cherche à lui donner du sens aussi. Donc, à la base, le genre, pour moi, c'était pas un plan machiavélique pour assujettir les femmes, mais malheureusement, bon, le sens qu'on a donné a pris souvent des connotations sexistes et souvent farfelues aussi. Donc, c'est un discours, comme je disais, qui nous a enfermés dans des petites cases. Et les féministes ont essayé de les briser. Bon. Donc, de dire qu'il y a différentes façons d'être homme, d'être femme. Et là, je vais terminer là-dessus, mais ce que l'idéologie de l'identité de genre fait, c'est de nous dire que le discours sur les sexes, parce que le genre, c'est un discours sur les sexes. Donc, le discours sur les sexes que l'on a depuis l'aube de l'humanité, ça serait la vérité, mais que l'objet du discours, qui est le sexe, ça n'aurait plus d'importance. Tu sais, on marche sur la tête, là.
le discours sur une chose serait plus important que la chose elle-même. Donc, on n'est plus dans le domaine de la science qui s'intéresse aux faits, mais dans le mysticisme. Donc, je vais conclure. Donc, c'est ça. Je voulais souligner l'importance de permettre l'expression d'une critique de cette idéologie, y compris dans le milieu universitaire. L'importance de critiquer plusieurs aspects de cette théorie. Bon, j'ai critiqué là un peu certains aspects de cette théorie dans le cadre de cette présentation, mais il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Et dans différents domaines, je dirais. Ouais. Juste par exemple au niveau des statistiques, c'est le fait que maintenant les statistiques sont faussées là à cause qu'il y a des hommes qui s'identifient comme femmes, puis là qu'on voit une hausse de femmes qui font des crimes sexuels, ben, c'est ça. Donc il y a plein de choses au niveau des enfants qui regardent des vidéos sur YouTube qui par mimétisme vont faire la même chose en disant ben je suis trans moi aussi. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait analyser là dans le cadre de recherche universitaire, mais que les gens n'osent pas faire d'un point de vue critique parce qu'ils n'auront plus de subventions, parce qu'ils vont se faire salir publiquement, etc. Donc c'est très grave là, parce que il faut qu'il y ait des recherches qui soient critiques. Et bon, voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, mais pour continuer peut-être aux questions. Je te remercie beaucoup, Réa. Alors, il y a beaucoup de questions pour beaucoup de monde. Je ne peux pas toutes les poser. Là, je vais faire un petit tri. On nous reste quelques minutes. Alors, pour Réa, peut-être, je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande si tu sais d'où viennent les théories du genre? Est-ce que tu as une idée d'où c'est parti, pourquoi c'est si populaire, etc.? Ben, je pense que c'est comme la jonction, je dirais, là, comme deux théories principales. Là. Il y a d'une part, au niveau médical, il y avait comme des recherches qui étaient faites là, sur, par exemple, les personnes intersexes, quand on les faisait changer de sexe social, si on veut. Puis là, ça a comme créé cette idée-là de genre, parce que là, ils devaient adopter soit le sexe féminin, soit le sexe masculin, parce que dans le cas des intersexes, ils sont comme un peu un mélange des deux sexes. Donc, mais je veux dire, au niveau de la théorisation de ça, de quelle identité il allait adopter, là, ça a amené certaines recherches à ce niveau-là, de chercheurs plus dans le domaine de la santé. Puis il y a aussi certains là, certains dans le domaine aussi de médical qui ont fait comme de l'expérimentation là, de trans. Là. Ça, je pense que ça a commencé dans les années 30, là, je pense. Parce qu'il y avait des personnes qui voulaient changer de sexe. Puis là, il y a eu des scientifiques qui ont essayé là, c'est ça, qui ont commencé à expérimenter sur des cobayes, là, parce que c'était vraiment au début, là, c'était vraiment dangereux, là, les chirurgies qu'ils faisaient. Là. Donc, c'était essai-erreur. Donc, c'est comme un peu la jonction de ça et d'un autre côté, les théories queer, postmodernes, Judith Butler, etc., où est-ce que là, le genre est une performance, etc. Donc, je pense que c'est un peu un mariage de ces deux courants-là. Merci. Là, j'ai une question qui s'adresserait peut-être à Stella. Elle demande si est-ce possible d'avoir des recours légaux est-ce qu'elle peut avoir de l'aide. Elle demande à PDF là de l'aide pour faire des demandes de dérogation, mais moi j'ai envie de te l'adresser à toi là, peut-être de donner des conseils, comment est-ce qu'elle pourrait te joindre. Peut-être elle pourrait écrire à PDF pour que tu puisses l'aider là. Est-ce possible d'avoir des recours légaux? Il semble bien que l'année dernière, la directrice ne m'a pas donné une information transparente. Elle m'aurait dit que l'idéologie du genre commençait seulement en 6e année. Alors, je vais te laisser répondre. Mais premièrement, vous avez le droit de faire une demande d'exemption. Puis oui, vous pouvez écrire à PDF. Je pourrais vous aider dans mes capacités. Là.
mais oui, vous pouvez faire une demande d'exemption. Et si elle est refusée, vous avez le droit de faire une demande de révision aussi. Mais comme j'ai dit, présentement, un enjeu est que les demandes d'exemption sont traitées de façon personnalisée par chaque commission scolaire. Et on le voit dans les résultats des exemptions. Peu importe c'est quoi le motif que quelqu'un invoque. Alors, c'est pas facile d'avoir des exemptions. Les commissions scolaires ont le contrôle complet sur le processus. Les critères, lorsqu'on invoque un motif, peu importe quel motif qu'on va invoquer, on ne sait pas c'est quoi le cadre d'évaluation qu'ils vont utiliser. Alors, on est un petit peu dans la noirceur. Ils nous disent une réponse, mais on ne sait pas avec quel cadre et quels critères qu'on a été évalué. Alors, au niveau des recours, je vous dirais que c'est difficile. La vérité que c'est difficile parce qu'on a un précédent qui est sur le cours d'ECR qui a été en cours et les personnes qui ont amené le cas en cours pour exempter leurs enfants du cours d'ECR ont perdu. C'est un cas, ce cas-là légal est utilisé pour justifier les refus au Québec. Mais avec le cas qui se passe présentement en Ontario, qui évoque un motif intéressant qui est le sexe biologique et l'identité de genre, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et peut-être que ça va donner des pistes. Alors, je te remercie beaucoup, Stella. Alors, on arrive presque à la fin de notre période de questions. Il y a quelqu'un qui a demandé quelle est la position du GRI à ce sujet. Alors, moi, Nadia a mis un document qui s'appelle la réflexion sur les orientations du GRI. Vous allez le trouver sur notre site web, dont on va mettre l'adresse à la toute fin. Alors, je pense que vous allez pouvoir retrouver l'information. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nadia? Je pense que la meilleure réponse est en effet d'aller lire le document qui est en lien, parce que je veux pas parler à la place de Monsieur Jeffrey, mais ce que je sais, c'est que le GRI a changé de position. Donc au départ, donc c'est ça, le GRI a donc au départ l'objectif c'était de démystifier l'orientation sexuelle, et maintenant ça s'est élargi à la démystification de l'identité de genre. Voilà, mais ce n'est pas la même chose parce que démystifier l'orientation sexuelle, en fait, ça veut dire accepter son orientation sexuelle. Sauf que quand on démystifie l'identité de genre, etc., ça mène vers des demandes de transition, et donc en fait c'est le contraire d'accepter son corps, c'est le contraire. Alors malheureusement le GRI a dévié d'après ce que je comprends du document que nous a partagé Monsieur Jeffrey. Merci Nadia. Alors je vous invite à aller voir toute la documentation complémentaire qui se trouve sur notre site, et puis je remercie tout le monde, je remercie beaucoup. Si je peux me permettre, oui, quand j'ai la parole. Oui. Oui. Bon, alors je pense que la chose à faire, donc Stella a parlé d'actions, mais c'est sûr que les actions à faire, c'est de parler aux députés, de parler au ministère de l'Éducation, ne pas écoutez, il faut pas avoir peur à aller en parler, à envoyer des courriels à votre député, au ministère de l'Éducation. Je pense que les parents sont tout à fait en position et tout à fait munis pour parler de sexe, et puis on n'a pas besoin de connaissances universitaires pour savoir que l'espèce humaine est bisexuée, et puis qu'est-ce que c'est l'homme et la femme. Alors je pense qu'il faut reprendre le pouvoir là-dessus, et puis moi ça me fâche qu'on manipule comme ça l'identité de nos enfants, et surtout qu'on enseigne le manque de transparence, comme disait Stella, qu'on enseigne des choses en le dissimulant aux parents parce que soi-disant ça serait un matériel sensible. Donc ça marche pas. Alors n'hésitez pas à en parler aux hommes politiques. Il faut que les politiciens comprennent qu'il n'y a rien de progressiste, surtout les hommes politiques pour lesquels on vote, et puis
qui n'osent pas en parler parce que ils ont l'idée que ça serait progressiste. Il n'y a rien de progressiste dans le fait de nier les sexes, rien du tout. Et puis ça porte des préjudices aux femmes, mais aussi à nos enfants, et c'est très dangereux. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Alors, on va terminer. Alors, on va passer la parole à Lynn Jubinville qui va clore la réunion. Alors, merci beaucoup. Merci à nos 3 conférencières. Le webinaire est déjà terminé. Bien sûr, PDF Québec est en faveur d'un cours d'éducation sexuelle à l'école. PDF Québec reconnaît que les objectifs du programme sont louables, mais évidemment, après ce que vous avez entendu, vous comprenez qu'on partage les inquiétudes que les conférencières vous ont présentées, surtout pour l'intimidation qu'on peut vivre à se risquer à critiquer. Alors, je vous remercie de votre attention, de votre participation. Surveillez le panneau conversation ou chat en anglais à droite de votre écran pour obtenir le lien dont on a parlé souvent durant les conférences. Donc, ce lien vous donne beaucoup de références, de documentation pour compléter le webinaire. Aussi, l'enregistrement du webinaire va être bientôt disponible, aussitôt qu'on va l'avoir terminé. Pour terminer, je veux dire un merci spécial à Fernanda Bonatti, la directrice de PDF, qui a organisé toute la logistique de ce webinaire-là, puis qui a aussi fait le suivi, les changements d'écran tout au long du webinaire. Alors, c'est grâce à Fernanda. Merci à Ghislaine Gendron, la secrétaire au CA, qui a dirigé les questions. Merci à Chantal Faubert, la trésorière au CA, qui a assuré la vigie des commentaires que vous avez postés sur la section commentaires. Et évidemment, les trois conférencières qui ont travaillé très, très fort pour préparer leur conférence. Alors, je termine en vous disant bonsoir à toutes et à tous. Et comme on dit ces temps-ci, prenez bien, bien soin de vous. À bientôt.